Dans le monde aujourd'hui, le marché, très compliqué, voire chaotique. 5 conseils actionnables pour créer une marque aujourd'hui, comment ça se passe? Il y a des groupes chinois qui rachètent des marques. Il faut que les marques de luxe apportent du sens à chacune de leurs clientèles et prennent en compte les spécificités des marchés. Moi, j'ai parlé de 3 choses que j'ai faites en fait sur PPS. La première étape, c'est de réfléchir à ce que tu apportes sur le marché. Cela, c'est le plus important. La Chine, un jour, générera des marques de luxe contemporaines internationales. Bonjour Sébastien, bonjour Ludovic, bonjour Alexandre. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast aujourd'hui. Alors j'ai décidé de vous inviter parce que ça fait un peu plus de 6 mois qu'on accompagne Paris Phoenix Studio, qui est votre business, sur des questions croissance et process. Et je me suis dit que ce serait intéressant aujourd'hui que vous puissiez nous présenter un petit peu déjà ce que vous faites chez Paris Phoenix Studio et qu'on puisse donner aussi un maximum de valeur aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont en B2C ou en B2B. Ce que je vous propose pour commencer, c'est peut-être de vous présenter. On commence par toi, Sébastien, si tu veux. Avec plaisir. Je m'appelle Sébastien Mandel. J'ai rejoint l'aventure PPS il y a quelques mois. J'ai un passé de directeur financier. J'ai commencé ma carrière chez Hermès et j'ai eu l'opportunité ensuite de rejoindre le groupe LVMH où je me suis occupé notamment de la maison de John Galliano et de la maison Vermont pendant 13 ans. J'ai rejoint l'aventure parce que j'adore travailler avec les créatifs, avec les entrepreneurs. Et je trouve qu'adjoindre les fonctions finance et opération à la stratégie de marque et au style, c'est très intéressant, et d'apporter comme ça cette vision 360 à nos clients, c'est ce qui me passionne aujourd'hui. Très bien. Oui, c'est des piliers hyper importants, je pense, pour les business que tu accompagnes. Super intéressant. Ludovic? Merci Nicolas de nous inviter à partager avec toi notre expérience sur ton podcast. Moi, mon background, j'ai été styliste homme chez Yves Saint Laurent et Hermès, où déjà à l'époque j'ai injecté des touches de sportswear dans le vestiaire masculin. Ensuite, j'ai travaillé sur des renaissances de marque en tant que directeur créatif. Donc ces challenges m'ont permis de passer un cap dans mon périmètre de connaissances. J'ai été DA de la ligne homme lors de la relance de la maison Carven à Paris en 2010. Et ensuite, d'autres expériences de relance, notamment Look Skiwear, qui à la base est une marque de cycle, qui a voulu investir le monde du skiwear. Et le propriétaire de la marque avait comme objectif d'être un concurrent francisé de Moncler. Et donc, on avait été en avance en créant des lignes qui avaient toute la technologie pour faire réellement du ski, mais aussi un look pour s'intégrer dans le quotidien urbain. Et une autre expérience, j'ai été aussi recruté par Monsieur Plaça durant le Vivarté pour repositionner, imaginer le repositionnement et redéfinir l'identité de Chevignon avec son héritage, car la marque avait été longuement exploitée comme un label pour justifier des productions. Et voilà, et de toute cette expérience, en 2017, j'ai créé Paris Phoenix Studio, qui a pour vocation d'accompagner les marques vers plus de création, support de performance. D'accord. Je vais te proposer peut-être un peu de préciser justement des choses par rapport à Paris Phoenix Studio ensuite. Tu nous expliques un tout petit peu mieux comment vous accompagnez les marques aujourd'hui. Je te propose de passer à toi, Alexandre, si tu veux te présenter. Bonjour Nicolas, Alexandre de Sainte-Marie. Moi, mon parcours a comme fil rouge la marque et sa stratégie de croissance. J'ai eu 12 années d'expérience marketing dans les produits de grande consommation chez L'Oréal, ensuite chez Henkel France. Et j'ai rejoint le monde du luxe en rentrant chez Hermès, où pendant 9 années, j'ai été le patron d'un des 16 métiers de la maison, qui est celui de l'art de la table, et directeur général de l'orfèvrerie Puyforca et des cristalleries de Saint-Louis. Et plus récemment, j'ai donc rejoint l'aventure PPS. Pourquoi ? Parce que il me semblait très intéressant d'offrir des services de conseil opérationnels qui aient du sens et qui intègrent la dimension de création de nouveaux produits et de nouvelles collections pour ne pas se satisfaire d'un conseil stratégique purement théorique. Hyper intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, avec tous les experts qu'on a autour de nous, on va réussir à donner vraiment beaucoup de valeur. Peut-être, Ludovic, si tu veux rentrer un peu plus dans le détail, justement sur Paris Phoenix Studio,
nous expliquer exactement, enfin en tout cas, les piliers, on va dire, de vos services? Comment vous aidez les marques aujourd'hui? Avec plaisir. Donc, pour resituer, la promesse de Paris Phoenix Studio, c'est de créer du sens pour augmenter la valeur des marques et des collections. Dans Paris Phoenix Studio, il y a le phénix, qui est l'image universelle, mais à la fois qui caractérise notre métier. C'est un oiseau iconique qui se réinvente quand il considère ne plus être juste dans l'époque. Et en fait, c'est exactement ça qu'on veut amener aux marques, la justesse par le sens. Donc j'ai fondé Paris Phoenix Studio pour répondre à un constat. C'est que dans le monde aujourd'hui, le marché, très compliqué, voire chaotique, les dirigeants utilisent uniquement 2 leviers. Une grande partie des dirigeants. Le premier levier, c'est d'avoir un prix très bien positionné en résonance au style des produits et des collections. Et le deuxième, c'est le brand content, donc nourrir le feed sur les réseaux sociaux pour le digital. Dans la conjoncture qu'on connaît, ça ne suffit plus pour faire la différence. Ça ne suffit plus pour créer du désir auprès des consommateurs. Donc nous, on croit à une alternative qui est de créer du sens. Donc ça, c'était ma vision. Maintenant, comment fournir, amener du sens dans les collections par Paris Phoenix Studio? J'ai voulu m'associer avec Alexandre, avec toute son expertise autour de la marque, car une très bonne création, gestion du levier marque, c'est déjà faire 50% du job qui est la création de désir. Et en aval, avec Sébastien, pour rationaliser la création et la tourner, la justifier comme facteur génératif de valeur auprès des dirigeants. Très bien. Oui, puisqu'aujourd'hui, on en parlait un petit peu tous en off, mais il y a le marché qui ne se porte pas hyper bien. Il y a beaucoup de marques qui souffrent actuellement de cette contraction du marché et peut-être de nouveaux paradigmes aussi sur ce marché-là. Peut-être, Alexandre, ce serait intéressant que tu puisses nous expliquer un petit peu quelle est ta vision du marché justement de la mode et des produits de luxe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe sur ce marché? Nicolas, c'est un marché qui a connu un rebond extrêmement fort en 2021-2022 après la pandémie de Covid-19 Okay. et qui voit sa croissance ralentir depuis 2023. Et les acteurs, en fait, ils se posent 3 grandes questions. La première, c'est de savoir si ils doivent continuer à s'intéresser à leur clientèle existante ou essayer de rajeunir pour séduire les prochaines générations. La seconde question qui se pose, c'est de savoir si, comme le disait Ludovic à l'instant, ils doivent concentrer leurs efforts sur la création de nouvelles collections ou, au contraire, essayer de faire le plus possible de buzz marketing. Et la troisième question que se posent ces acteurs, c'est de savoir s'ils doivent continuer à investir dans une période qui, sur le plan financier, est difficile. Il n'y a plus de moteur de croissance pour le marché. Donc, les marques se disent, est-ce que je continue à investir ou est-ce qu'au contraire, je serre les boulons en espérant que la tempête va se calmer et que demain va me sourire? Bien sûr. Donc concrètement, aujourd'hui, si on a une marque de mode et que ça fait un petit moment qu'on existe, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, potentiellement, ne fonctionne plus. Le marché évolue, il faut évoluer en même temps que le marché. Et vous, votre point de vue, c'est qu'il faut se concentrer sur ce qui apporte du sens et de la valeur. C'est ça, c'est un peu ce que tu me disais, Ludovic, la colonne vertébrale. C'est ça d'une marque, c'est autour de ça qu'on doit tourner. Notamment la question de la marque. Aujourd'hui, toi, Alexandre, tu es un expert sur la création de marque. Et aujourd'hui, la création de marque doit être centrale, en tout cas, se recentrer autour de cette question-là. C'est central pour la partie business, c'est bien ça. Quels sont les conseils que tu donnerais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu recommanderais justement à ces marques pour faire mieux, peut-être, dans la situation actuelle? Moi, je recommanderais d'abord de s'intéresser à toutes les clientèles du luxe et de ne pas se contenter de bien servir sa clientèle actuelle, mais de prendre en compte que le barycentre du marché international du luxe, il s'est déplacé vers l'Asie. Donc on a parlé du Japon, on a parlé de la Chine, mais maintenant il faut s'intéresser aux prochains grands marchés du luxe que seront les pays d'Asie du Sud-Est, à commencer par le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie.
Donc il faut savoir s'intéresser à toutes ces clientèles du luxe. Il faut savoir aussi ne pas oublier que ces industries de la mode et du luxe, ce sont des industries créatives. Donc clairement, le gros des efforts doit porter sur le développement des nouveaux produits, le développement des nouvelles collections, le développement des nouveaux services. Et le troisième conseil que je donnerais aux acteurs du luxe, aujourd'hui, c'est de prendre en compte que le niveau d'exigence a beaucoup augmenté et donc de savoir prendre en compte les spécificités de chacun des marchés locaux. Il faut que les marques de luxe apportent du sens à chacune de leurs clientèles et prennent en compte les spécificités des marchés. Je te donne un exemple simple. Aux États-Unis, tu ne vas pas monter la même opération de relations presse ou de relations publiques selon que tu es à San Francisco ou à Miami. C'est évident. Oui, parce que les consommateurs sont complètement différents d'un pays à l'autre. D'ailleurs, vous avez des forts rapports avec aujourd'hui l'Asie, concrètement. Vous accompagnez, enfin, du moins, vous gardez des relations fortes avec eux vous comprenez très bien ce marché-là. Particulièrement toi, Sébastien, je sais que tu vas souvent en Chine, c'est ça ? En fait, ça fait partie, dans nos échanges à la création de l'offre. C'est clair qu'on s'est intéressé à faire une sorte de lien, une sorte de passerelle, notamment avec la Chine. Effectivement, l'une de mes casquettes, mis à part finance, c'est de créer un lien assez fort avec l'Asie de manière générale, avec la Chine, avec lesquelles j'ai des attaches assez fortes, amicales. Et puis, c'est devenu, au fur et à mesure des années, une vraie passion par les voyages. Et puis, le côté professionnel là-bas est extrêmement lié aussi à l'intérêt qu'on peut porter à la culture. Et donc, comme on le sait, il y a une vraie appétence quand même de la clientèle chinoise sur les produits de luxe, bien évidemment. Et nous, on s'est intéressé aussi à l'évolution de cette envie, à l'évolution de la consommation, notamment de la Chine, notamment post-Covid. Beaucoup de choses ont changé. Moi, j'ai eu l'opportunité chez Galliano d'y aller énormément entre 2017 et 2019 pour rechercher des partenaires, notamment, et aussi pour mieux comprendre, que ce soit la Chine, la Corée, comment on pouvait travailler avec eux, notamment en tant que marque française, internationale. Clairement, le Covid a un peu changé beaucoup de choses dans les relations aussi avec la partenaire, dans le fait de trouver des partenaires, dans le fait de trouver des investisseurs. Aujourd'hui, nous, on se positionne à la fois auprès de marques françaises internationales qui s'intéressent à l'Asie pour leur apporter une expérience, mais aussi aux marques chinoises pour leur offrir aussi un service de stylisme, de styliste avec des designers internationaux, donc hors de Chine, et de leur apporter aussi notre expertise sur la marque, parce que c'est un vrai sujet. On n'a pas la même, nous avons l'impression en tout cas que les groupes chinois n'ont pas le même rapport aux marques. D'accord. Que nous, on peut avoir la même compréhension. Et donc, petit à petit, de par nos échanges, de par notre travail, de par les personnes avec qui on peut échanger de manière quotidienne, on va dire qu'on insulfe, on les éduque. Moi, j'ai été éduqué, notamment chez Galliano, à travailler sur la notion de marque. Et c'est notamment Alexandre, que j'ai connu chez Hermès, qui m'a vraiment expliqué ce que c'était une plateforme de marque. Parce que on va dire que là, on s'éloigne un petit peu de la finance d'entreprise, mais ça a été clé pour moi dans cette expérience client, pour le coup, de quand on est une marque, notamment Galliano, avec une grosse part en licence. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet. C'était certes un très bon moyen de développer des lignes de produits, mais par contre, on peut très vite se perdre. Et Alexandre, à cette époque, ça a été très riche de discuter avec lui sur l'identité, ce que c'était l'identité de marque. Pourquoi faire cet investissement ? Voilà, donc aujourd'hui, je partage, pour le coup, in-house, mon expérience que j'ai pu vivre pendant 13 ans aussi dans cette maison. Hyper intéressant. Alexandre, je reviens un petit peu à toi. C'est quoi ta marque de luxe rêvée ? Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu comment tu vois une marque de luxe qui serait parfaite selon toi, qui fonctionnerait très bien ? À quoi elle ressemble ? Cette marque de luxe, à mon avis, elle serait une marque qui sait très bien qui elle est, qui sait où elle veut aller et qui a confiance en ses atouts. Et puis, ça serait une marque de luxe qui serait parfaitement alignée. Donc, je vais développer en quelques phrases cette idée d'alignement. C'est une marque qui a une vision intuitive, presque charnelle de son identité.
de la stratégie qu'elle doit mener et qui apporte du sens depuis cette identité jusqu'à sa stratégie de marque et ses créations, que ce soit des produits ou des services. En fait, l'idéal, c'est la marque qui provoque les réactions dans la rue. « Ah mais oui, ça c'est eux ». Et c'était les seuls à pouvoir faire cela. C'est une question de clarté, du coup? C'est une question de clarté de l'offre et c'est une question d'apport de sens. Parce que cette question de sens, elle revient beaucoup, mais moi, en tant que néophyte, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est le sens dans la mode, c'est quoi finalement le sens vraiment qu'est-ce que veut dire le sens? Qu'est-ce que veut dire le sens? Pour moi, c'est dépasser les créations qui sont seulement le reflet d'inspiration créative, de territoire onirique ou d'inspiration esthétique, pour arriver à des créations qui enrichissent véritablement l'identité de la marque et valorisent collection après collection, année après année, collaboration après collaboration, qui enrichissent les valeurs de cette marque. Très clair. Ce n'est pas saisir toutes les opportunités qui se présentent et avancer à coups de zigzag, c'est vraiment tracer son sillon et être fier de ce que l'on fait et avoir une vision moyen-long terme en complément, bien sûr, du rythme spécifique de la mode. Oui, parce qu'on va en parler après, mais une marque, c'est complexe de créer une marque en réalité. Ça ne demande pas simplement, typiquement, on en parlait aussi en off, mais B2B versus B2C. Créer une marque, c'est pas juste avoir une identité graphique, être reconnaissable, avoir un logo, etc. C'est beaucoup plus que ça. Je te propose qu'on y revienne après, mais c'est hyper intéressant puisque aujourd'hui, c'est un énorme enjeu de vraiment réussir à créer une marque, aussi pour le B2B. Et voilà, on en parlera un petit peu plus tard. Ludovic, tu voulais rebondir Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Alexandre, qu'il a très bien expliqué avec sa vision marque, casquette marque. Moi, j'aimerais bien l'expliquer avec ma casquette style, en fait. Oui. Aujourd'hui, le sens, c'est, comme je disais en introduction, la justesse. Et je pense que faire sens, c'est dans les yeux d'un client ou d'un consommateur, sans spécialement avoir beaucoup de marqueurs, dire ce produit, il est de telle marque et il a une raison d'être spécifique parce que la marque le porte. Très bien. Tout à l'heure, on parlait de Carhartt. Oui. Je pense qu'il y a plein de produits Carhartt où tu pourras enlever l'étiquette et c'est effectivement Carhartt dans la signature. Tu veux dire que moi, en tant que, par exemple, néophyte, consommateur, il faut que rapidement, si je vais concrètement en boutique, en magasin, il faut que j'arrive rapidement à repérer que c'est du Carhartt, ou que je vois passer quelqu'un dans la rue qui porte ce vêtement-là. Exactement. Il faut que rapidement je dise ça ressemble à du Carhartt ou c'est du Carhartt. Exactement. Il n'y a pas de néophyte. Nous, notre job marque et style, c'est en 3 secondes faire sens, oui, c'est ça. être reconnaissable. Que ça soit évident. Évident. Et c'est tout l'inverse de la tendance qui est finalement emprunter un standard du moment. Oui, tout à fait. Oui. Et juste pour écouler des produits. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette formule, eh bien, malheureusement, au regard du mid-market, mass-market français, qui a beaucoup emprunté ça. Tu peux préciser ces termes des marques comme Naf, Feu, Jennifer, etc., qui relancent maintenant, qui ont trop capitalisé sur des tendances, n'ont pas créé un territoire, n'ont pas créé un univers spécifique. Et donc, en conséquence, les produits ont moins de valeur que des produits qui sont pensés exclusifs, depuis la marque jusqu'au magasin. C'est-à-dire que quand on passe son temps à suivre les tendances, on perd son ADN, on perd, oui, on perd de l'identité. On éparpille notre identité dans plein de mini-identités. Exactement. Il y a cet adage. Oui, exactement. Il y a cet adage qui dit à vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne. Sébastien, j'aimerais bien revenir sur cette question de... Je sais que toi, tu as des spécialités. C'est aussi la création de valeur, mais le côté financier. Puisque... toi, tu as été directeur financier, hein, c'est ma casquette. C'est ta casquette, notamment, et opérationnelle, mais là, c'est la finance qui nous intéresse. Je sais que chez Paris Phoenix Studio, c'est notamment à travers la diversification, notamment un levier qui est l'outdoor. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'outdoor, tiens, Ludovic, tu pourrais nous expliquer rapidement peut-être que c'est... C'est lui le vrai spécialiste sur l'aspect produit, et moi, je rebondirais effectivement sur ça. Qu'est-ce que c'est l'outdoor aujourd'hui, Ludovic, et pourquoi c'est intéressant pour les marques ? Alors l'outdoor, le vrai outdoor, c'est des marques qui ont à la base créé, imaginé des équipements pour se protéger, pour pouvoir faire du sport en montagne. Donc, typiquement Millet chez les Français, Salomon, Rossignol, voilà, ça c'est les 3 fleurons français de l'outdoor.
Après, il y en a plein d'autres dans tous les pays qui ont un ancrage montagne, en Allemagne, en Italie, en Autriche, etc., pour l'Europe. Aujourd'hui, l'outdoor connaît une très forte traction sur 2 plans. Je pense qu'il y a une appétence immense de l'urbain à faire du sport d'extérieur. Et la deuxième, c'est auprès des jeunes générations, ça devient un pied de nez à la mode, au diktat du luxe. Et on vient avec, finalement, c'est comme des nouveaux punks. Ça casse les codes. Ça casse les codes, mais à la fois, c'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les produits, les objets ont une fonction, ont une réflexion, ont de la R&D. Voilà, donc c'est on va dire un sujet chaud social aujourd'hui et qui a une super traction business, quoi. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens dans la rue être habillés plutôt en outdoor, justement. C'est une vraie tendance, notamment en Asie, vous le disiez tout à l'heure. L'Asie, c'est un énorme. Ça se passe. Ils consomment pratiquement que ça aujourd'hui, si j'ai bien compris. C'est vrai que la diversification, pour revenir au sujet, il y a de la diversification produit, donc vers ça. Il y a aussi la diversification quand on réfléchit à se projeter sur une marque lors d'un business plan, par exemple. En tant que financier, auprès d'un directeur général, c'est un peu notre boulot. C'est-à-dire qu'on en est là pour écrire et mettre aussi en musique et en chiffres la vision d'un directeur général. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je me positionnais. Nous, aujourd'hui, quand on fait une réflexion sur la marque, sur l'essence de ce qu'est une marque, quand on a la chance de travailler sur un sujet comme ça, quand un directeur artistique ensuite va aussi devoir utiliser cet ADN, ce qui est très important ensuite, c'est de pouvoir aussi le valoriser. Donc, tu parlais de valeur tout à l'heure. Oui, tout à fait. Oui. Donc, pour moi, bien sûr, l'idée, c'est de créer de la valeur par le style, par le produit, par ce que la marque va apporter. Mais il y a aussi la valeur financière. C'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont cotées, des très beaux groupes. Leur quotidien, c'est aussi de suivre l'évolution de la valeur de leur marque. Les groupes de prêt-à-porter notamment, l'année 2023 n'a pas été facile, voire depuis 2020 pour certaines. Donc, les gens ont besoin de se projeter. Dans les projections, ce qui compte beaucoup, c'est ce que l'entreprise va générer comme valeur. Si l'entreprise ne génère pas de valeur, à un moment donné, déjà si elle ne génère pas de marge, ou si elle ne peut pas en vivre, de toute façon, la fin, c'est la mort. Donc, il n'y a pas d'autre option. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est à la fois aussi d'aider, alors ça dépend des entreprises, ça dépend du client, mais d'aider à monitorer ça. Okay. C'est-à-dire faire des business plans. Des entreprises qui sont complètement capables de le faire seules et qui vont avoir besoin de nos services peut-être uniquement pour définir cette stratégie. Il y en a d'autres plus petites qui vont avoir besoin de nos services d'experts, notamment pour écrire cette stratégie, mais ensuite pourquoi pas la valoriser, c'est-à-dire de pouvoir justifier auprès de fonds d'investissement, auprès de leurs actionnaires, auprès de leur direction, voilà, c'est un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros aussi, une plateforme de marque déjà, un développement de collection. On parle d'un stretching outdoor pour une marque qui fait du prêt-à-porter ou qui n'est absolument pas dans du technique. C'est un investissement. Un stretching, c'est quand on va aller faire une collection supplémentaire. C'est quand on va faire évoluer la marque d'un territoire vers un autre. Typiquement, le prêt-à-porter vers l'outdoor. Là, j'emploie un peu les termes de mes amis, vous voyez, donc ils m'ont un peu formé ces derniers mois. On étire. Donc, ça ne veut pas dire qu'on abandonne, mais par exemple, le prêt-à-porter, il y a beaucoup de sociétés qui sont un peu en déclin aujourd'hui. L'outdoor ou les vêtements plus techniques, avec une fonction, une utilité, la sneaker par exemple, c'est aussi un moyen, en phase de décroissance, de se relancer. Donc parfois, le stretching vers d'autres pays, ou en tout cas la diversification vers d'autres pays, c'est un moyen de se relancer, mais le fait d'aller vers d'autres produits qui aujourd'hui ont plus le vent en poupe, donc notamment la Chine, il y a une énorme appétence sur les produits techniques. Il y a des groupes chinois qui rachètent des marques en ce moment. C'est toute l'Asie d'ailleurs, tu me disais. C'est la Chine, la Corée, le Japon. En fait, c'est vrai que le vêtement technique, on se rend compte qu'il y a des gros clients luxe, en tout cas des fans de mode, chinois ou autres, qui aujourd'hui achètent maintenant de plus en plus de l'outdoor en parallèle. On a rencontré récemment une femme qui nous expliquait qu'elle était fan de l'Europiana, par exemple, depuis des années, de Dior, mais à côté de ça, le week-end, c'est Patagonia, par exemple. Donc voilà, c'est les extrêmes, de par un amour aussi du sport, peut-être, de la nature,
et de l'utilité aussi qu'on veut donner aux vêtements. Mm. C'est qu'aujourd'hui, on va au travail à vélo, on aime mettre une veste dans une matière qui ne se froisse pas, qui peut prendre la pluie, dans lequel on peut mettre en boule dans sa valise aussi. Donc là, on n'est pas dans l'outdoor, mais on est dans une fonction plus utilitaire. C'est une autre approche aussi du produit et je trouve que c'est vraiment intéressant en tout cas La mode doit être pratique pour les marques. aujourd'hui. Il y a suivre le rythme de vie. il y a un côté beau. Je pense qu'il y a des marques, qui ont été précurseurs là-dedans. Prada, par exemple, clairement a été précurseur sur toute la partie sneaker. C'était les premiers pour moi à avoir lancé, il y a presque 30 ans, plus de 25 ans, des sneakers luxe, ou en tout cas à mixer dans les tenues. On voit bien que là, ils ont été précurseurs. Ils le sont toujours aujourd'hui. Ils arrivent toujours à être précurseurs aujourd'hui sur d'autres produits avec une identité extrêmement forte. Ils ne font pas ce que font les autres. Voilà, c'est plutôt les autres qui font un peu la même chose. Donc, si je résume aujourd'hui, si tu veux utiliser ces leviers-là, création de plateforme de marque, stretching de collection, etc., à un moment donné, il faut le valoriser financièrement pour le vendre en interne. En tant que client, c'est sûr que à l'époque, quand on a réfléchi sur Galliano à redéfinir un branding, à faire une plateforme de marque, c'est un travail, c'est du temps, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. À un moment donné, il faut le justifier à son président. Il faut montrer les chiffres et dire ce que ça va apporter. Exactement. Et donc, se projeter, faire des business plans et voir quelle est la valeur financière qu'on apporte Bien sûr. aussi. Parce que c'est la nature. Aujourd'hui, ça se calcule. Bien sûr. Et ça aide. Et forcément. à un moment donné, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Voilà, donc, voilà. Par C'est pour ça que nous, on pense que c'est un investissement. C'est un investissement clé, au même titre que les entreprises investissent dans de la production, dans de l'industrialisation, dans des collections qui ont aussi des coûts. Donc ça, c'est des coûts supplémentaires. Mais qu'est-ce que ça va apporter dans 3, 5 à 10 ans Il faut se focus sur le retour sur investissement, pas simplement sur l'investissement. On peut aussi accompagner sur cette vision-là. Et parfois, on pense que c'est aussi un moyen de faire comprendre via les chiffres aussi de la rationalité en fait, de cet investissement qui en est un. Ludovic, tu voulais rebondir sur quelque chose sur cette question-là ? Je voulais rebondir sur 2 sujets. Chez PPS, Sébastien, une de ses casquettes, c'est donc la Chine. De façon plus globale, chez PPS, aujourd'hui, on crée un triangle unique de relations entre Paris, Shanghai et Séoul. D'accord. Car nous, on croit très fort à ces connexions-là, avec des échanges qui sont des possibilités de trouver des partenaires de distribution sur Chine et Corée via PPS. Et pour rebondir aussi, pour aller un peu plus loin sur l'Asie, la Corée est un pays central dans l'outdoor, qui a longtemps été marché numéro 1 en traction mondiale. D'accord. C'est un pays qui a une culture montagne très forte. Et la Corée aussi est aujourd'hui influenceuse de nouveaux contenus culturels avec la K-pop. Ah oui, etc. bah oui, oui. Donc nous, on commence à créer une proximité hyper intéressante autour de l'entertainment et aussi des solutions de distribution sur ces pays. Ça, c'est le premier point. Tu peux préciser ces points-là, c'est un peu technique. Distribution, c'est-à-dire qu'une marque française qui ose l'internationalisation, qui ose sortir de la France ou de l'Europe pour augmenter son chiffre d'affaires, PPS a aujourd'hui un réseau qui va lui permettre de potentiellement trouver le bon distributeur en France. Oui, parce que ça, c'est un vrai enjeu. Ça doit être compliqué sur place de trouver les bonnes personnes et il doit y avoir beaucoup de pièges, j'imagine. C'est très compliqué. Nous, notre avantage, je pense, c'est qu'on a de bonnes relations. Et avec de confiance. La culture asiatique de confiance, c'est déjà un avantage immense, un accélérateur immense. Et on a des partenaires qui sont très vite capables de porter un intérêt ou pas sur des dossiers. Si l'intérêt est marqué, c'est sérieux derrière, quoi. Quelle est justement, en quelques mots, la culture justement asiatique dans le business ? Quelle est la différence avec la France, par exemple ? Comment ça se passe ? Alors, une culture asiatique, de mon humble expérience, ça n'existe pas. Il y a autant de cultures que de pays. D'accord, oui. Ils sont culturellement plus fragmentés que nous, Europe, par exemple. Oui, bien sûr, c'est vrai. Tout à fait. Donc, en quelques mots, mon expérience... Chinois, Sébastien pourra en parler mieux que moi, mais chinois, il y a un rapport fort qui est l'amitié. Ok. Coréen, il y a un rapport fort qui est, on va dire, la confiance et le sérieux. D'accord, ok. Donc le sérieux, ça se prouve dans le temps, j'imagine. Si tu as fait une première opération, que ça s'est bien passé, le sérieux, et puis le sérieux, ça se prouve dans chaque étape où il faut être très, très carré, quoi. Voilà. D'accord, ok. Très, très intéressant. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret, une histoire à nous raconter sur une marque que vous avez accompagnée
Et pour qu'on puisse se projeter un petit peu, justement, sur qu'est-ce qui se passe quand on passe par Paris Phoenix Studio. Est-ce que tu auras un exemple en tête? Bien sûr, et je vais vous raconter une mission qui est de stretching, puisque c'était aussi l'interrogation tout à l'heure de très concrètement qu'est-ce que c'est. Donc on a accompagné Vuarnet, qui est une marque à la base d'optique, de lunettes, iconique française des années 60, de lunettes de sport, qui, le CEO de l'époque, voulait étendre son offre sur le vêtement. D'accord. Vêtement ski / lifestyle. Ok. Donc un vêtement technique, pour faire du ski et de l'après-ski. Il a commencé par signer une licence avec une structure italienne qui était certainement très efficace dans ce qui est production, fabrication des produits, qui intégrait le design, mais qui était à ce niveau-là un peu trop suiveur, aspirationnel. Donc il a voulu vraiment aller sur le territoire de l'apparel, du vêtement, avec une singularité forte que la marque portait en fait. Donc il a fait appel à Paris Phoenix Studio. Donc nous, on a travaillé en 3 étapes. La première étape, ça a été bien comprendre la marque et sa culture. Donc ce que j'ai fait à l'époque, c'était pendant la période du Covid, donc tout se passait, c'était le début d'utiliser la visio pour moi et travailler beaucoup à distance. Donc j'ai interviewé 5 personnes en interne dans l'entreprise qui étaient le CEO, le directeur du produit, directeur de magasin et l'ambassadeur. D'accord. Ils avaient un ambassadeur qui est champion du monde de free ski, un Français, super cool. Et de là, j'ai un peu compris aussi leurs enjeux, leurs problématiques, qui étaient plus factuelles que la vision du CEO. Ensuite, j'ai demandé le Brand Book, la plateforme de marque, pour bien comprendre de là où ils venaient. Brand Book, tu peux Brand Book, c'est plateforme de marque, c'est toute l'histoire de la marque, où ils en sont aujourd'hui, et une définition de leur identité de marque, en fait. D'accord, ok. Et dans ce Brand Book, j'ai vu dans les archives une lunette qui s'appelle 02, qui est la lunette iconique qui a fait que Vuarnet est une marque hyper connue encore. Et donc après est arrivée la deuxième étape, c'est créer de cette phase-là un territoire. Puisque là, on était sur redéfinir un nouveau style, aller sur une nouvelle catégorie de produits. Donc il faut passer par une plateforme qui est le territoire style de la marque sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. En partant des valeurs de la lunette, de l'histoire, des projections du CEO et de ma vision aussi, on a défini un territoire créatif qui a été validé avec la direction. Et à partir de ce territoire-là, on a commencé à projeter les premières collections pour faire un produit qui, comme on disait tout à l'heure, on ose espérer soit reconnaissable dans le futur par les clients et le marché. D'accord. Donc tu t'es basé sur un côté patrimoine quelque part? Patrimoine. C'est un patrimoine que tu as mis un peu à jour quelque part, tu as valorisé? C'est un mix entre un patrimoine, grosso modo, qu'est-ce que la cible visée aujourd'hui a en tête dans son imaginaire de Vuarnet, et ensuite de la vision, des envies, de l'air du temps, et c'est ce mix-là qui fait un territoire créatif. D'accord, très intéressant. Je sais qu'il y a plusieurs leviers, on peut booster la différenciation, c'est bien ça? Totalement. Il y a le stretching, donc ça on en a parlé, c'est ce qu'on vient de dire, aller sur de nouveaux territoires, étendre son territoire d'action en quelque sorte. C'est quoi la différence? C'est quoi booster finalement, justement booster la différenciation du style? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Booster la différenciation du style, concrètement, c'est dans les outils, c'est pas loin de la démarche que je viens d'expliquer, seulement la finalité n'est pas la même. C'est de rester sur un territoire existant et de consolider, d'être encore plus profond, d'être encore plus affirmé sur ses valeurs, sur son style, sur son identité, C'est ce sur qui sa nous création. différencie des autres sur le marché concrètement. C'est se différencier des autres Ouais. sur le marché de façon plus affirmée. Ok, ouais, très clair. Ok. Et de là, en fait, ça permet de base de conserver une clientèle Ok. pour qu'elle ne parte pas chez les concurrents. Oui, qu'elles se sentent représentées dans ce qu'elles aiment chez la marque. Voilà, ça c'est le Elles niveau le 0. retrouvent, Et oui. le niveau 1, ça serait d'aller conquérir de nouveaux clients sur cette cible-là, en fait. D'accord, ok. Le stretching, c'est vraiment l'idée d'étendre son territoire. Donc le stretching, ça va être déjà pour des marques qui sont un peu plus matures, un peu plus solides, Bien sûr, oui. et qui peuvent aller catcher, attraper de nouveaux clients
ou de nouveaux moments de vie ou de nouveaux territoires de distribution. Oui, parce que j'imagine que si on n'a pas déjà une identité solide, on ne peut pas stretcher quelque chose qui n'est pas déjà très existant, je veux dire. Exactement. Le stretching, c'est comme, par exemple, Vuarnet a eu cette possibilité-là, parce que déjà, dans la lunette de sport, ils avaient une légitimité. Ok. Je vous propose qu'on passe à la Alexandre, partie... vous voulez rebondir? Ah, Alexandre, bien sûr, je t'en prie. Oui, juste un petit complément. En Oui. fait, quand tu réalises une extension de marque, tu as deux objectifs possibles. Le premier, c'est celui dont Ludovic vient de parler, qui est de conquérir une nouvelle clientèle, parce que tu vas développer de nouvelles catégories de produits ou de nouveaux services. Mais le second objectif qu'on oublie et qui pourtant est important, c'est celui aussi de renouveler l'intérêt de ta clientèle actuelle, parce que en stretchant, tu vas lui montrer ta capacité à évoluer, sortir de ce que tu faisais d'habitude, te renouveler. Et cela, ça permet aussi de raffermir les liens avec ta clientèle actuelle. Ça évite la lassitude de retrouver toujours les mêmes produits sans cesse. Exactement. On se dit, ah, génial, enfin, telle marque a sorti quelque chose que je peux utiliser pour pour aller à la montagne, pour peu importe. C'est lutter contre le risque de fossilisation. Oui, voilà, ok. Parce que beaucoup de marques, on l'a vu ces dernières années, ont eu tendance à se recroqueviller et à ne plus proposer que de petites variations par rapport à leurs produits iconiques. Alors que lorsque les temps sont difficiles, il faut au contraire, même si c'est contre-intuitif, oser sortir des sentiers battus, se remettre en question et proposer de nouvelles choses. C'est vrai que ça doit être très contre-intuitif parce qu'on se dit on développe quelque chose qu'on n'a jamais fait de nouveau pour éviter cet effet fossilisation, comme tu disais. Mais c'est prendre des risques, ça veut dire financier aussi, comme disait Sébastien, mais qui doivent être calculés dans le cadre d'une opération financière, enfin en tout cas d'un business plan et valorisé. Et je pense que tout cela, ça doit être accompli avec une vision claire d'une cible rêvée, de la cible à laquelle tu souhaites t'adresser. Donc, ces opérations de stretching, par exemple, elles peuvent avoir pour objectif de rajeunir ta cible. Donc, tu vas développer des nouvelles catégories de produits ou des nouveaux services dont tu sais qu'ils vont sans doute plaire à des gens plus jeunes que ta cible actuelle. Bien sûr. Et avoir une vision très claire de ta cible, c'est une façon de réduire ton risque financier. Risque, oui, une fois que tout est très clair au niveau de ce qu'on doit faire, des process, etc., j'imagine qu'on prend moins de risques, évidemment. Ça, si je peux rebondir sur Oui, un bien dernier sûr. sujet, c'est stretching, notamment aujourd'hui au travers de l'outdoor, pour préciser les propos d'Alexandre, qui est de rafraîchir aussi, à la finalité de rafraîchir. C'est aussi aller conquérir, voire plaire au fils, par exemple si on parle de prêt-à-porter homme, plaire au fils qui est le premier influenceur du père. Et donc c'est vendre peut-être 2 fois plus, quoi. Oui, Par le fils et par le père. Ouais, super intéressant. Ça a été la stratégie notamment, je crois, de Louis Vuitton, quand ils ont fait les premières collaborations avec Suprême. Ils sont allés conquérir au travers de ça le marché américain et la jeune génération qui achetait Suprême, et par conséquent le père voyait LV comme une marque super cool à porter dans son environnement. Et par ce biais-là, ils ont vendu encore plus, quoi. Très smart. Nicolas, j'ai peut-être Oui. une chose, Oui. deux choses. Je voudrais revenir sur Ludovic a parlé des licences. Oui. Aussi, c'est intéressant ce qu'il a dit parce que effectivement, il y a beaucoup d'entreprises, notamment la mienne, il y a quelques années, qui a choisi des partenaires licences pour se diversifier. Est-ce que tu peux préciser juste que c'est Voilà, pour les c'est pour ça. néophytes, la C'est pour ça que licence, je voulais préciser ce que c'est parce que Oui. le business normal d'une entreprise, c'est de faire tout en interne, Oui. que ce soit le développement de produit, la création, Logiquement. en général produire son article et le vendre par lui-même. Voilà. Certaines catégories de produits ou certaines entreprises choisissent, pour différentes raisons, notamment financières, de l'externaliser à un partenaire qui a une expertise en général sur un sujet. Donc, notamment les licences de lunettes et parfums qu'on connaît tous, parce que c'est un type de produit, un type de production aussi très spécifique. Mais il y a aussi des partenaires licences dans le prêt-à-porter historique, notamment en Italie, dans le soulier, dans la montre. Voilà. Donc, plein de marques, notamment de mode, se lancent dans faire de la montre, de la lunette, etc.
Là où nous, en fait, on peut aussi intervenir, ce qui est intéressant, c'est que le partenaire licence, il a une expertise dans son produit, bien évidemment, mais la marque, elle supporte, elle doit supporter la stratégie, ce qui est la base, notamment la création et la direction artistique, via son directeur artistique, via ses stylistes. Mais parfois, les équipes internes n'ont pas toutes les ressources en interne, notamment quand c'est une typologie de produits qu'ils ne connaissent pas, l'outdoor par exemple. Et c'est là où nous, on peut intervenir avec des experts spécifiques. Donc la diversification outdoor, on ne va pas dire, bon, on va faire de l'outdoor. C'est que nous, on peut aussi apporter, d'une part, une vision stylistique, mais aussi une vision expertise sur le produit, sur un sourcing, et renforcer les équipes internes. Donc nous, on fonctionne beaucoup en co-studio. C'est-à-dire qu'on n'est pas un cabinet de conseil qui va faire une feuille de route dans son bureau et ensuite on donne la feuille de route et débrouillez-vous. L'idée, c'est de co-créer, co-accompagner et donc presque coproduire quelque part avec un suivi jusqu'à la définition du produit. Donc ça aussi, c'est important. L'agence n'est pas une agence de conseil. On est plus, et je vais réutiliser le mot que j'adore, opérationnel. Oui, voilà, opérationnel. Voilà, on dit beaucoup, il y a des financiers qui ne sont pas opérationnels. Je pense que nous, l'agence, ouais, elle est tout sauf théorique. Oui, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose d'hyper concret. On est dans les opérations quotidiennes. On est proactif. Et ça, c'est très important. Donc, aussi, les entreprises ou les clients qui choisissent la licence, parce que c'est aussi un très bon moyen de développer des produits, il y a des très bons partenaires là-dedans, on peut aussi les accompagner dans cette phase de création, voire dans la recherche aussi de partenaires licences. Oui, c'est beaucoup plus rassurant finalement. Donc c'est un accompagnement un peu global aussi. Ouais. Et puis, encore une fois, toute entreprise, à un moment donné, dans sa vie, et ça c'était mon deuxième point, on parlait aussi de besoin de se différencier ou de se renouveler. Parce qu'il y a une notion de cycle aussi économique. Bien sûr. N'importe quelle entreprise, à un moment donné, même la plus belle, même si depuis 25 ans elle croît, à un moment donné, la croissance, elle va se ralentir. C'est mécanique. On peut citer Apple, par exemple, qui est une magnifique entreprise. Bon, néanmoins, l'activité et le non-renouvellement de certaines lignes de produits fait que l'entreprise, à un moment donné, elle décroît. Donc ça, c'est mécanique. Et donc, les entreprises qui sont en phase de maturité, comme les entreprises qui sont déjà en phase de recul, on peut aussi les accompagner sur cette réflexion de comment, en étant en plus assez extérieurs à leur activité première, eux, ils ont un peu la tête dans le guidon notamment dans le prêt-à-porter enfant aussi, qui souffre, ou dans le bas de gamme ou le milieu de gamme. Souvent, ils sont dans un quotidien qui est extrêmement lourd et c'est difficile de prendre de la hauteur. Donc, on peut aussi apporter et accompagner cette vision avec les dirigeants. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans le fait de vous accompagner, parce que quelque part, nos business sont très similaires dans un sens. Vous aidez vraiment les marques à faire de la croissance, vraiment sur le terrain avec elles. Vous n'êtes pas simplement, comme tu disais, de donner un espèce de coaching un peu distant. Tu devrais faire ci ou ça. Vous les aidez aussi à le faire. C'est ce qu'on fait aussi chez Peter Founder, avec les agences, les studios, etc. Donc, hyper intéressant. Et je vous propose de passer à une deuxième partie. Aujourd'hui, donc, on s'était dit en off aussi, Alexandre, une de vos expertises, et on va dire ce qui est vraiment autour de quoi tout tourne chez vous, c'est la question de création de sens, de valeur, notamment avec cette capacité à aligner toute la partie identité de marque et toute la partie créative, un peu plus opérationnelle, qui peut-être traditionnellement ne communique pas tant que ça. Il n'y a pas tellement c'est pas assez pour eux. Votre objectif aujourd'hui, c'est de les aider à ce que ce soit fluide entre eux et aligné. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette question-là ? Oui, volontiers. Je ne vais pas faire de théorie, mais l'idée, c'est de partir de l'identité de la marque, ce qui fait que la marque est unique, comme d'ailleurs le serait une personne physique, de valoriser cette identité de marque dans une stratégie de croissance qui va forcément apporter de la différenciation, parce que la croissance que j'envisage pour la marque A n'est pas celle que j'envisage pour la marque B. Donc tu as une identité de marque, une stratégie de croissance qui va valoriser cette identité de marque, et un territoire créatif qui lui-même va être issu de cette stratégie de croissance et des éléments identitaires de la marque. Et enfin, ce territoire créatif va donner lieu aux nouvelles collections, aux nouveaux produits et aux nouveaux services.
Et c'est cet alignement identité, stratégie, territoire créatif, collection qui, pour nous, est susceptible de créer le maximum de valeur au profit de la marque. Très clair. Est-ce que vous aurez un exemple concret justement d'une marque pour que ce soit peut-être encore un peu plus clair pour ceux qui ne sont pas du métier, justement, 2 identités de marques différentes et comment aligner tout ça? Moi, j'ai l'exemple d'une marque qui est parfaitement alignée aujourd'hui. Oui. Ce sont les Italiens de Prada. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous aider à analyser ça un petit peu? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont alignés et comment on peut remarquer ça? Ce qui fait qu'ils sont alignés, c'est que le duo composé de Miuccia Prada sur la partie créative et de Patrizio Bertelli sur la partie stratégie de marque est complètement fusionnel. Et aussi bien Miuccia Prada que Patrizio Bertelli ont une connaissance très intuitive, très fine, très brillante de ce qu'est l'identité de la marque Prada et ont réussi à traduire cette identité dans une stratégie qui est unique. Prada, par exemple, a pris des positions extrêmement fortes sur le plan culturel, a investi énormément dans une fondation qui est vraiment un exemple pour toutes les autres marques du secteur du luxe et de la mode. Et je pense que Prada est parfaitement aligné depuis l'amont et son identité jusqu'à l'aval, ses différentes collections et même le rôle social, sociétal et culturel que la marque aujourd'hui assume, revendique et exerce avec beaucoup de talent et en soutien à tous les artistes contemporains. C'est un peu ma marque idéale. D'accord. Elle n'est pas encore cliente de PPS, mais Bientôt, j'espère. bientôt, j'espère. On l'espère fortement. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Parce que je sais que après, il y a évidemment un lien, tout ça, avec la finance, avec la partie collection. Peut-être, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet? Moi, je veux faire rebondir Sébastien sur... travailler avec cette méthode, ça a une incidence très importante pour les groupes et les investisseurs, c'est qu'au final, ça enrichit le capital de marque. Ne pas travailler comme ça, c'est être court-termiste. Faire des produits dont on espère que le taux d'écoulement est ultra efficace avant solde. Travailler avec cette méthode d'alignement, c'est vendre mieux, mais aussi, pour des investisseurs, avoir une marque qui, un jour où ils veulent la revendre, est beaucoup plus, a une valeur beaucoup plus forte sur le marché, en fait. D'accord. Ok, super intéressant. Je pense que c'est valable pour le B2C, mais pour le B2B aussi, potentiellement. Mais je pense que le capital marque, il est valable en B2B, en B2C. En B2B et B2C. Aujourd'hui, il n'y a plus de distinction. Donc, à partir du moment où on enrichit, la créativité enrichit la valeur perçue de la marque, la dynamique est valable sur les deux domaines. Je pense que c'est la transition parfaite pour parler un petit peu justement. On passe à une partie 2 un peu plus business, c'est-à-dire l'idée ce serait justement de confronter entre guillemets le B2C et le B2B. Et en fait, on va comprendre qu'en réalité aujourd'hui, justement, c'est un peu le même combat, comme tu disais Ludovic. D'ailleurs, Alexandre, je veux bien qu'on commence par toi sur cette question, puisque tu sais, il n'y a pas longtemps, j'étais à un événement au Cannes Lions, donc organisé par LinkedIn. Pendant cet événement, on parlait un petit peu du futur du marketing B2B. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette tendance à vouloir aligner justement dans le B2B aussi la marque. Alors pour le B2B, ça va être la marque, le marketing, le sales, tu vois, la partie commerciale. Pourquoi? Parce que habituellement, traditionnellement, chacun travaille un peu de son côté, sans prendre en considération les autres pôles, on va dire. Et aujourd'hui, il y a vraiment une nécessité forte à ce qu'on valorise de plus en plus, à créer véritablement de vraies marques, puisque c'est ça qui crée des relations profondes avec les leads et qui va nous permettre de durer, d'être un peu plus pérenne sur le marché, de mieux attaquer son marché aussi, d'être un peu plus présent. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire créer une marque? Est-ce qu'une fois que j'ai créé un logo, une identité graphique, j'ai mes couleurs, j'ai ma typo, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est ça créer une marque ou est-ce que ça demande d'autres choses peut-être? Ce serait quoi tes conseils là-dessus? Est-ce que tu aurais... J'aimerais que tu donnes 5 conseils. Voilà, 5 conseils actionnables pour créer une marque aujourd'hui. Comment ça se passe? En B2B, aujourd'hui, le premier conseil que je donnerais à la personne qui veut créer une marque serait de savoir sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que très souvent,
les créateurs fignolent leurs services ou leurs solutions et restent dans ce qui leur plaît le plus de faire. Et le premier conseil que je donnerais, c'est d'aller le plus tôt possible tester le marché, parce qu'on peut avoir la meilleure idée du monde. Si en face, il n'y a pas de demande, on n'a pas véritablement progressé. Le second conseil que j'aurais envie de donner, c'est de savoir ne pas être guidé par ses émotions, parce que très souvent, quand on se lance dans la création d'une marque ou d'une société, on n'accepte pas vraiment d'être guidé par la raison et on fait souvent confiance à ses émotions et ça peut très concrètement te mettre dans le mur. Et le troisième conseil qui me vient à l'esprit, c'est de savoir créer une marque et ça prend du temps. Et une marque, ça doit se respecter. Et une marque, c'est beaucoup plus complexe que simplement créer un logo, une charte graphique, des couleurs pour ce logo, ou ce que l'on appelle en termes techniques un peu une identité visuelle. Créer une marque, c'est concrètement comme façonner une personne, c'est doter cette marque d'une identité, de valeurs, d'une raison d'être, de services et ou de produits qu'elle va proposer sur un marché en fonction d'une clientèle que l'on a définie. Tu comprends très bien que ça dépasse de très loin le fait de savoir si le logo va être rouge ou bleu, avec des lettres minuscules ou des majuscules ou des capitales ou des anglaises. Donc ça, c'est le troisième conseil. J'aurais deux autres conseils à donner. Ça serait d'avoir un lieu. Alors, un lieu, tu vas me dire, oui, mais il ne s'agit pas d'avoir un flagship, un grand magasin de 3000 m². Non, un lieu, ça peut être un lieu physique comme un lieu d'ailleurs virtuel, mais un lieu qui te permette en tant que créateur de marque d'avoir un contact physique fréquent, quotidien, régulier avec ta clientèle, de savoir ce que ta clientèle pense de ton service, de savoir ce que la clientèle attend de ta marque, de savoir si tu es dans le vrai, si ta capacité de séduction est prouvée ou pas. Là, la question du lieu, c'est extrêmement important. Et le dernier conseil que j'aurais envie de donner, c'est de s'armer de patience, parce que créer une marque, ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire en te disant « Allez, je me donne 6 mois pour créer ma marque, et si ça n'a pas décollé, j'arrête ». Quelque chose qui va te demander plusieurs années, un investissement régulier, constant, pas forcément extrêmement coûteux, mais au moins régulier, constant pendant plusieurs années pour véritablement t'imposer dans un panorama qui est extrêmement concurrentiel. Et donc, il faut savoir que l'on va connaître des hauts et des bas, et il faut savoir faire preuve de résilience, faire preuve de détermination. Et si je peux me permettre un 6e conseil, après j'en aurai terminé, pour le créateur, je crois qu'il est indispensable de ne pas prétendre tout faire tout seul, mais au contraire de savoir s'entourer, parce qu'on est beaucoup plus intelligent à plusieurs, et parce qu'à plusieurs, on est aussi mieux armé pour affronter les coups du sort, et de toute façon, il y en aura. T'entourer, tu veux dire de personnes externes ou internes, d'associés, de prestataires? Oui, et ça peut être sous différentes formes. Ça peut être des prestataires de services externes, mais ça peut être aussi des advisors, des conseillers externes qui portent un regard bienveillant. Ce qui est important, c'est d'avoir, à mon avis, un œil externe et un œil objectif. Et ça rejoint le conseil que je donnais de ne pas être seulement guidé par ses émotions. Quand tu es véritablement les deux mains dans le cambouis, que tu es guidé par tes émotions, tu peux manquer du recul nécessaire pour véritablement apprécier les difficultés que tu as affrontées et du coup te tromper dans les solutions que tu crois mettre en œuvre. Oui, c'est le concept de l'éléphant au milieu de la pièce. C'est-à-dire que parfois on a un éléphant au milieu de la pièce et on ne le voit pas. Il faut quelqu'un qui soit externe et qui puisse rapidement l'identifier. Qui soit externe, qui soit objectif et qui puisse t'aider à relativiser les choses. C'est une aventure de plusieurs années, la création d'une marque.
Ce serait quoi les premières étapes? Par quoi faudrait commencer d'après toi? Pour créer une marque, ça serait... bon, d'abord, évidemment, tout ce qu'on a dit, quand même, l'identité graphique, c'est un peu la base. Et ensuite, qu'est-ce que je devrais faire? C'est quoi l'étape d'après? Non, pour moi, la première étape, c'est de réfléchir à ce que tu apportes sur le marché. Est-ce que tu apportes quelque chose de nouveau? Est-ce que tu apportes quelque chose qui a du sens par rapport à la clientèle que tu vises? Cela, c'est le plus important. C'est d'orchestrer en fait une rencontre entre d'un côté un produit ou un service et de l'autre côté une clientèle. Oui, c'est ce qu'on appelle le product market fit. Quelque part, c'est vérifier que... C'est cela le plus important. Que le marché veut ce qu'on propose. Tu peux passer des années à développer un logo. Si tu n'as pas orchestré la rencontre entre un service en B2B schématiquement ou un produit schématiquement en business to consumer et de l'autre côté une clientèle, tu n'as rien fait. Tu m'avais dit aussi que créer une marque, finalement, c'est aussi avoir un patrimoine, peut-être une mythologie, etc. Comment on fait pour créer un patrimoine, finalement Ton patrimoine, tu le crées progressivement en fonction de valeurs, en fonction de la clientèle à laquelle tu souhaites t'adresser. Tu vas lui parler d'une certaine manière, tu vas mettre en avant certains éléments pour ton service, tu vas avoir une promesse qui sera spécifique, tu vas avoir un ton de communication qui lui aussi sera spécifique. Donc tu vas, par petites touches progressives, définir ton identité de marque. Cette identité de marque, elle va se raffermir mois après mois, année après année. Et tout cela, tu comprends que c'est beaucoup plus profond que le simple fait d'avoir une carte de visite et un joli logo. Donc vraiment les valeurs, créer très rapidement des valeurs pour son entreprise, qu'elles soient claires et en interne et en externe. Pour toi, c'est un des leviers principaux? Pour moi, c'est un levier principal parce que c'est un levier de sens. Bien sûr. Qu'apportes-tu au marché? Est-ce que tu te contentes d'apporter la même chose, le même service que celui qui est apporté par déjà la plupart des acteurs, auquel cas tu es sûr de te planter parce qu'eux, ils ont leur historique qui est un atout pour eux, alors que toi, tu dois faire ta place sur un marché qui est encombré. Donc, est-ce que tu apportes quelque chose de véritablement nouveau en fonction d'une clientèle que tu as définie? Comment le fais-tu? Et ensuite, on peut parler de marketing, on peut parler de présence sur les réseaux sociaux, on peut parler de publicité, on peut parler de communication, on peut parler effectivement d'éléments graphiques, visuels, mais dans un second temps. Premier temps, c'est celui de la rencontre entre un service et une clientèle. Parce qu'au-delà d'un service, ce qu'on vend, c'est parfois un rêve, c'est-à-dire une vision des choses, finalement. Tu vas apporter un service concret et tu vas apporter un début d'univers autour de ce service. Je crois qu'en offre, on en parlait ensemble. Regarde le cas, par exemple, de compagnies aériennes aujourd'hui. Tu peux prendre leur offre au pied de la lettre en disant qu'elles offrent un service de mobilité. Mais la plupart d'entre elles, aujourd'hui, elles ont dépassé ce stade-là. En fait, elles offrent plutôt un art de vivre. Tout à fait. Tu vois que tu as un bénéfice objectif, qui est un service de mobilité, et puis tu as un bénéfice subjectif, qui est l'art de vivre associé à ce service de mobilité. C'est la même chose en B2B. Tu vas offrir une solution technique, mais autour de cette solution technique, tu vas offrir un univers de marque. Très clair. Des valeurs, une volonté de faire progresser ou pas la société dans tel ou tel domaine. Et cela, tu comprends très bien, encore une fois, au risque de me répéter, que ça va très au-delà de ton logo, de ta charte graphique. C'est plus profond. C'est beaucoup plus profond. On n'est plus en surface. Sébastien, tu me disais que l'objectif premier de l'entreprise, c'était la création de valeur, et que quand on n'en avait plus, on mourait finalement. Quand on n'en génère pas, voilà. Quand on ne génère pas de valeur, oui, exactement. Est-ce que tu pourrais préciser ça, peut-être par rapport au B2B, un entrepreneur B2B qui nous écoute aujourd'hui, comment on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, faut le chiffrer. Déjà, je pense que tout entrepreneur qui lance son projet, je ne suis pas entrepreneur, donc je suis toujours admiratif aussi des gens qui se lancent. Aujourd'hui, au quotidien, j'accompagne des entrepreneurs, des jeunes pousses, comme on dit, dans leur projection. Alors, pas forcément B2B, ça peut être aussi au B2, dans B2C, dans leur construction. Et c'est vrai que cet aspect monitoring, il est clé. Alexandre l'a dit, dans la construction d'un projet,
Parce que nous, on a parlé beaucoup de marques, mais après, on peut parler aussi de projets, parce que selon les activités, le projet d'entreprise, en fait, c'est ce qu'il faut développer. Et ben, ce projet-là, si on ne le chiffre pas, ça ne nous permet pas déjà de pouvoir le financer. Ça, c'est aussi une première chose. Si je reviens à ma casquette pure finance, à un moment donné, l'entreprise, elle fonctionne avec des idées, mais il faut les financer, il faut les monitorer. Et c'est ça, en fait, après, qui va, si on revient à la notion de valeur, qui va donner de la valeur et de la légitimité à ce projet et au fait que ce projet peut être pérenne dans le temps. Donc, on l'a vu, ça prend beaucoup de temps. La construction d'un projet, des fois, l'idée, elle vient très vite. Néanmoins, la construction, parfois, ça prend du temps, pour certains trop. Oui, souvent. Trop de temps, c'est difficile. Oui. Nous, on a parlé de construction de marque, donc on parle de choses qui prennent du temps. Oui, oui. Si on parle de projets autres, digitaux et autres, là, la notion de temps, d'investissement doit être beaucoup plus rapide. Le temps, c'est quelque chose il y a le temps de construction et le temps de projection. Nous, on pense réellement qu'il faut du temps dans tous les projets. Et toi, tu le connais bien hein, en tant qu'entrepreneur. Je pense que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup. La plupart m'ont dit, celui-là fonctionne. Par contre, les trois précédents, pas forcément. Oui, on a dû tous passer par ces étapes-là quand même, qui ne doivent pas être simples non plus, avec une vraie remise en question. Bon, nous c'est quelque part, c'est plus simple. Nous, on est là pour donner certaines clés, certaines techniques. Néanmoins, ce n'est pas notre projet. Donc, on est là pour accompagner une vision de quelqu'un qui a une vision, qui a un projet. Donc voilà, c'est en ça où nous, on pense que cette création de valeur, elle doit être quantifiée, elle doit être schedulée, c'est très vilain, mais prévue. Voilà. Ok. Tu parlais de monitoring, ça m'intéresse beaucoup. Pour toi, aujourd'hui, un CIO, il est censé avoir des tableaux de bord, un petit peu, pour piloter correctement son entreprise. En fait, mettre du process quelque part aussi dans son entreprise. Quel type de tableau de bord financier sur une entreprise? Parce que toi, tu accompagnes des jeunes pousses, comme tu disais. Une jeune pousse, ça va de quoi? De quelques centaines de milliers d'euros à quelques millions, peut-être, parfois? Jeune pousse, c'est jusqu'à 2 millions. Après, on commence à grandir, à se structurer. Souvent, les entreprises, des projets qui sont encore à 2 millions et qui sont encore que 3-4. Ah oui, donc, et pas encore avec une logique d'employer des gens et pas forcément non plus. Il y en a qui sont encore beaucoup autofinancés à ces niveaux-là. Après, il y a la logique du financement. C'est qui est aussi un autre sujet. C'est qu'il faut aller chercher du financement bancaire ou externe. Ça, c'est un autre sujet. On va vendre un projet. Okay. Donc, les outils de monitoring, il y a du monitoring en day-to-day. Et au début, ce qu'on a besoin, c'est avant tout, c'est ce que je vends beaucoup, c'est au moins de faire un budget et de savoir où on va. Au quotidien, les jeunes pousses, c'est plutôt un plan de trésorerie qu'ils demandent. C'est de savoir, est-ce qu'on a les sous pour et puis nous, quand on intervient et quand on veut vendre du service, il y a aussi une notion d'enveloppe. Quand on va deviser un projet, nous, on essaie aussi de s'adapter aussi à la personne qu'on a en face. Sur un projet long, un accompagnement long est possible également. C'est-à-dire que ça peut être un accompagnement, et nous aussi, on croit beaucoup à ça, c'est d'accompagner non pas sur un one-shot, ce qu'on sait faire, hein. Une collection, on l'a déjà fait pour une marque japonaise de golf notamment qui souhaitait faire une collaboration sur du vêtement très ponctuel. Ça, c'est complètement possible, mais ça reste du one-shot. Donc là, on est plutôt sur du délivrable, on n'est pas sur une construction. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi d'accompagner. Cet accompagnement, voilà, derrière, il faut pouvoir le financer également. Donc on peut aussi s'intégrer dans ce processus prévisionnel. D'accord. Voilà. Les entreprises qui sont un peu plus matures, qui ont dépassé les 2 millions, 3, 4, 5, 10, quel type de dashboard, tu aurais quelques exemples de dashboard qu'ils ont mis en place, financiers, pour monitorer, comme tu disais, surveiller un petit peu ce qui se passe dans son entreprise et avoir un peu la maîtrise de cette question financière, parce qu'il y en a parfois, ils laissent ça un petit peu au hasard sur les bords. Alors ça dépend, il y a un peu de tout, mais moi j'ai plus un background sur la partie mode. Même les jeunes pousses, même les jeunes entrepreneurs, ils ont à un moment donné très tôt quand même une notion de qu'est-ce qu'ils font comme marge, c'est quoi leur niveau de prix, c'est quoi leur niveau de marge. Ils savent très bien à combien ils achètent, ils savent
parfois un petit peu moins bien tout ce qui rentre dans la marge, mais globalement, ils comprennent quand même assez vite les grands équilibres. Donc, le minimum, c'est d'avoir un compte de résultat, une projection. Et puis, effectivement, le nerf de la guerre, c'est aussi, notamment dans la mode, une problématique financière d'accompagnement de la croissance des collections, ce qui coûte. Parce qu'il y a un gros besoin, il y a un décalage de BFR, donc de besoin en fonds de roulement qui est très important, avec les achats de matières, les achats aussi de sous-traitance, dans le wholesale notamment des clients qui payent très mal ou très tard, donc dans le B2B aussi ça. Oui, c'est la même chose dans le B2B. C'est une vraie problématique de cash flow. Il y a quand même une vraie problématique et dans les collections, ça coûte extrêmement cher. Et on m'a raconté des exemples de marques de prêt-à-porter qui étaient en forte croissance et qui malheureusement, le fait d'avoir été en forte croissance les a coulés. C'est-à-dire qu'ils ont eu énormément de commandes. Ils se sont dit, il n'y a aucun problème, aucun problème, on a les commandes, donc on va passer commande auprès de nos fournisseurs. Et en fait, ils n'avaient pas les reins financiers, malheureusement. Et derrière, trop jeune, trop tôt, au final, il n'y a pas une banque qui a suivi, il n'y a pas un investisseur qui a suivi. Et ensuite, ça a été la déroute. Donc, c'est souvent une très bonne chose d'avoir des commandes. Et je pense que tout le monde en rêve, notamment quand on se lance. C'est le nerf de la guerre. Hein. Parfois, notamment en B2B, il y a beaucoup de structures qui souffrent aussi aujourd'hui de par les problématiques financières des plateformes digitales aussi. Quand on ne vend pas par soi-même et qu'on vend par des plateformes, il y a certaines plateformes aujourd'hui qui ferment. Donc, ils ont passé des commandes, ils ne payent pas. Donc, ça plombe aussi les marques, et notamment les jeunes marques. Donc, on va dire jeunes, entre 2 et 10 millions. Donc, ça, c'est aujourd'hui aussi une problématique. Donc, on sort un peu du sujet là, mais aujourd'hui, moi, c'est ce que j'entends et c'est ce que je vis au quotidien auprès de gens qui ont ce genre de problématique. Donc, il faut faire attention. Donc, pour répondre à ta question très rapidement, le monitoring, en fait, il est vraiment clé. Alors, nous, encore une fois, on ne se positionne pas uniquement dans ces fonctions-là, parce qu'en interne, la fonction financière, elle est présente quand même très tôt, de différentes manières, avec au moins un financier au sein des entreprises, et beaucoup quand même en ont aussi très tôt. Parfois, c'est le CEO qui le fait, mais très tôt, il y a au moins peut-être une externalisation auprès d'un expert comptable qui est quand même nécessaire. Et moi, je promouvois beaucoup les relations entre l'entreprise et son expert comptable. Parfois, ce que j'observe, c'est que c'est malheureusement plutôt un prestataire et que l'entreprise ne l'intègre pas dans la réflexion. Et ça, c'est un peu dommage. Donc la morale, c'est attention au fonds de roulement, à vos besoins en fonds de roulement, attention à votre cash flow. Faites attention un petit peu à tout ça. Et pour les besoins en financement, après aussi, il faut se faire accompagner potentiellement. Voilà, exactement. Ce sera... Ludovic, j'ai une question pour toi. Entrepreneurial, du coup, un peu plus B2B. Génial. Est-ce que tu pourrais me donner, moi j'aime bien les chiffres, tu sais, 3 conseils pour rester solide en phase de contraction de marché, comme on l'observe en ce moment. J'imagine que on est tous un peu concernés par ça, plus ou moins. Et ce serait quoi tes conseils du coup pour survivre face à tout ça? Alors, 3 conseils en toute humilité en période de contraction. Moi, j'ai parlé de 3 choses que j'ai faites en fait sur PPS. J'ai fondé PPS en 2017. 2019, super croissance. Arrive le Covid. Après le Covid, arrive l'inflation, une phase d'euphorie et aujourd'hui, un marché morose. Donc là, on a 4 situations complexes. À chaque fois, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pivoter. Avec cette réflexion, notamment fondamentale dont parlait Alexandre, c'est qu'est-ce que j'amène sur le marché comme solution différenciante. Mais à la fois, c'est une double dynamique, c'est pivoter, mais rester fidèle à son identité. En se rappelant pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai créé cette entreprise, à quoi elle sert. Donc nous on a pivoté durant le Covid, on a imaginé ces solutions de stretching qui étaient nouvelles et qui étaient efficaces pour aller sur de nouveaux territoires et qui étaient en relation avec notamment aussi comment vendre des produits sur les plateformes digitales. Car le Covid, en fait, tout le monde s'est rabattu sur cette solution. D'avoir des nouveaux produits un peu plus visuels, un peu plus punchy, etc. Et notamment l'outdoor se prêtait la notion sportive se prête à ça.
les couleurs, les matériaux. Ensuite arrive la période d'inflation. Donc, on est sorti du Covid. Moins de prise de risque sur la nouveauté, sur le produit. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, pour moi, c'était une évidence de remonter sur la stratégie, et notamment la stratégie de marque avec Alexandre. Et troisième phase qu'on connaît aujourd'hui, c'est ce côté très lent, peu de prise de risque. Et nous, naturellement, on a misé sur l'Asie, où une traction reste encore en cours, versus l'Europe, versus... Pourtant, il y a une grosse crise en Asie aussi, n'est-ce pas ? Il y a une grosse crise, effectivement. Je pense qu'ils se battent pour très rapidement faire digue contre. Mais ça reste un marché qui demain va redevenir un marché puissant. D'accord. Donc ça, c'est le premier conseil. D'accord. Le deuxième conseil, c'est augmenter la capacité de BizDev. Ok. C'est ce qu'on a fait avec toi. Oui. Je me suis tourné vers toi, on avait collaboré, on avait fait des actions ensemble. Oui. J'avais énormément apprécié ton approche, ta méthode, ton écoute. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Oui. Mais pour moi, ça a été ça. C'est comment augmenter la capacité de BizDev de PPS. La première, ça a été de m'ouvrir à des associés, et ces associés qui amènent un premier cercle organique. Oui. Mais en parallèle, d'aller rapidement sur de nouvelles capacités, aller sur des territoires qu'on ne connaît pas. Et comment ? Eh bien, en faisant appel notamment à tes services. Ce que je vais dire grossièrement, c'est une force de vente externalisée et qui est fondamentale pour avoir cette double dynamique réseau organique et cold leads. Et le troisième, c'est la marque, et ça, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est de continuer à construire une singularité profonde. La marque, c'est presque un acte de foi, parce qu'en fait, ça met du temps. Donc, mettre beaucoup d'énergie, peut-être de l'argent dans ça, c'est aussi penser long terme et se dire que c'est ça qui fera la différence sur le marché, qui va mettre aussi un peu d'écart avec la concurrence à un moment donné, puisque le marché, il y a tout le temps des nouveaux new players sur le marché, des nouvelles personnes qui sont concurrentes. Donc, c'est vraiment une manière de se distinguer dans le futur, je pense. Il y a cette notion de pivot qui est intéressante en business. Souvent, faire des pivots, c'est être capable de rebondir, d'être agile quand le marché change, qu'il mute, qu'il y a de nouveaux paradigmes, être capable de se dire, je m'adapte, je lance de nouvelles offres, je lance de nouvelles prestations de services, tout en conservant, c'est ça ton conseil, en conservant son identité malgré tout et se rappeler pourquoi, le fameux why, pourquoi on fait les choses, pourquoi on a créé notre entreprise, qu'est-ce qui nous drive et qu'est-ce qu'on apporte au marché, ce que tu disais tout à l'heure Alexandre, c'est vraiment garder toujours en tête ce qu'on apporte réellement au marché, d'où la nécessité parfois de bien connaître aussi les personnes qui achètent chez nous, et en B2C ou en B2B, mais comprendre pourquoi ils achètent chez nous, fondamentalement, peut-être pas parfois leur demander, peut-être tout simplement, leur poser la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu travailles avec moi ? Qu'est-ce que tu aimes chez moi réellement ? Et parfois on est étonné des réponses. On tombe sur des réponses qu'on n'avait pas anticipées, et des éléments de langage aussi qu'on n'avait pas anticipés, qu'on peut ensuite réintroduire potentiellement dans nos discours, dans notre communication, dans nos actes commerciaux. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet, sur le B2B versus B2C ? Non, moi je voudrais plutôt rebondir sur l'idée du pivot. Oui. Ce qui m'a frappé au cours des dernières années, tu vois, schématiquement post-Covid, c'était que les interlocuteurs demandaient des conseils, mais des conseils opérationnels, actionnables, concrets, fondés sur des éléments susceptibles de faire bouger dans le bon sens leur chiffre d'affaires et leur rentabilité. Et je crois que j'y faisais allusion un peu plus tôt dans notre discussion. Une des raisons pour lesquelles je me suis associé avec PPS, c'était l'idée de ne plus seulement proposer des solutions de conseil stratégique, mais véritablement des solutions de conseil opérationnels, activables. Et il n'y a rien de plus activable et opérationnel que des nouvelles collections, des nouveaux produits, des nouveaux services. Tout à fait d'accord. Ouais. Je pense que les interlocuteurs, et c'est une réflexion qui est aussi bien B2B que B2C, sont extrêmement demandeurs de sens aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Quelquefois, on s'abrite derrière, on n'a pas les budgets, les temps sont difficiles, on ne veut plus investir, etc., etc. Mais je pense que ce sont des fausses excuses ou des espèces de loups que l'on agite pour détourner la conversation. Je crois que si on est capable véritablement d'apporter du sens et d'apporter, ça rejoint les sujets de Sébastien, un retour sur l'investissement et de montrer aux prospects ou aux clients que l'on se projette à ses côtés dans le moyen long terme et qu'on n'est pas seulement en train de faire un tout petit coup à très court terme. Il y a encore, et heureusement d'ailleurs, de belles possibilités de collaboration et de travail en équipe avec ses clients. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Je rejoins fortement Alexandre parce que le quantifiable, pour le coup, ça on s'y est confronté pas mal, c'est très chinois ça aussi. C'est-à-dire que nous, on est persuadé que cette construction de marque, qu'il faut absolument passer par ces plateformes, prendre le temps de construire. Eux ne sont pas du tout à la base, en tout cas, certaines personnes qu'on a rencontrées, je ne vais pas généraliser encore une fois, mais c'est vrai qu'on a quand même une approche dans la construction, dans le fait d'entreprendre qui est assez différente. Voilà. Et souvent, ils nous posent la question de « Ok, combien ? Ok, mais en gros, ça va m'apporter quoi ? C'est quoi le retour ? Alors déjà, c'est ce qu'on nous a expliqué et ce qu'on m'a expliqué aussi beaucoup de mes amis, c'est qu'il y a un rapport au temps, de toute façon, qui n'est pas le même que nous. Donc c'est très compliqué de leur... Est-ce que c'est ce qui explique aussi qu'il y a assez peu de marques chinoises de luxe, anciennes, internationales ? Il y en a quand même relativement peu, alors qu'il y a des très très belles marques là-bas, mais pas forcément internationales. Certaines anciennes, certaines moins anciennes, avec des vrais fondements. Donc ils savent aussi faire. Mais le premier réflexe, c'est quand même quelque chose d'assez court-termisme. Ce qui explique que parfois notre réponse, c'est plutôt de faire une collection et un produit et non pas forcément de faire comme on dit, le full package, parce qu'il y a une attente. Quelque part, nous, on est là aussi pour accompagner un client dans ce qu'il veut. C'est qu'ensuite, s'il n'est pas prêt encore aujourd'hui à entendre, notre rôle, c'est de proposer. C'est ce qu'on fait avec certains clients, de faire des propositions d'accompagnement et d'expliquer. Après, le côté quand même retour sur investissement quantifiable, il est très clair. Est-ce que tu dirais que justement c'est ce qui nous différencie en France et en Europe plus globalement, peut-être des autres pays, c'est cette capacité à avoir de la vision un petit peu plus loin dans le temps? Eux, ils ont une capacité de réaction qui est nettement plus forte que nous, je pense. Je ne sais plus si c'est Alexandre ou Ludovic qui parlait de ça. Nous, on réfléchit beaucoup avant de mettre le produit sur le marché. Eux, ils ne se réfléchissent pas du tout. C'est-à-dire que le produit va être mis sur le marché. C'est pas le bon, c'est pas grave, on va le refaire. Et on va faire une V2, Nous, on va avoir un côté procrastination beaucoup plus fort aussi, mais je pense que c'est ce qui aussi nous représente. Je connais très peu le marché américain ou les États-Unis, mais est-ce que les États-Unis sont comme nous ou au contraire très différents de nous? Je n'en sais rien, donc je ne m'exprimerai pas là-dessus, mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a un côté opportunité qui est extrêmement fort. Régulièrement, j'ai des amis qui me proposent, qui me disent « Tiens, mais il y a une nouveauté, qu'est-ce que tu en penses ? On pourrait lancer ça, on pourrait développer ça. » Donc, il y a quand même une écoute. Ils ont cette capacité, cette force aussi d'action-réaction et de mise sur le marché qui est quand même beaucoup plus forte. Donc, est-ce que c'est un asset ? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment... Est-ce que ça, nous, on devrait aussi s'en inspirer un petit peu plus ? Je ne sais pas. Nous, en tout cas, on a cette vision et on a cette vision du temps qui nous caractérise, notamment sur des produits auxquels on est proche, qui réellement cette construction. Donc, c'est le message qu'on essaie de faire passer. Peut-être qu'ils ont moins d'aversion au risque et qu'ils acceptent que l'échec fait partie du process, peut-être un peu plus. Il y a une concurrence qui est extrêmement forte également, ce qui fait que si ce n'est pas eux qui vont sortir le produit, quelqu'un d'autre va le faire très rapidement. Et donc, il y a un côté aussi réussite très court terme qui est on va faire le produit parce que de toute façon, on va être copié dans 6 mois. Donc, c'est cette côté nouveauté et ce cycle de vie, peut-être que le cycle dont je parlais tout à l'heure, il est peut-être propre à nous. Le cycle de vie qui est plus long, là, le cycle de vie peut-être est beaucoup plus court. Néanmoins, nous, on croit aussi beaucoup au fait de construire, et les consommateurs
alors je vais dire asiatiques, mais en général, c'est peut-être un petit peu trop large, mais je ne suis pas assez expert, vont, aujourd'hui en tout cas, ont aussi une appétence de plus en plus par des produits qui viennent de chez eux, versus les produits aussi internationaux. Il y a aussi ça depuis quelques années. Mais bon, les plus belles marques ont été construites on le ressent. en Europe, en France et en Italie, par exemple. Tu voulais rebondir, Ludovic? Oui, pour partager un petit peu de mon expérience sur la Chine, c'est qu'il faut savoir que la majorité des propriétaires de marques du marché interne chinois sont à la base des industriels. Oui, ok. Leur origine vient tous de créer des produits pour la population chinoise de qualité. Et la deuxième ou troisième génération mute de plus en plus vers la marque, mais ils restent enfermés dans une mentalité d'industriel qui est de produire un stock et de l'écouler rapidement. D'accord. La deuxième dynamique, c'est que la majorité du moyen de gamme chinois, qui est 90% de la production des produits pour la consommation interne, est vendu sur WeChat, notamment pour la mode, qui est une plateforme de réseaux sociaux qui mixerait Instagram pour le fil de l'actualité des photos et la publicité pour acheter, un moyen de paiement et un moyen de communication. Et tout se passe là-dessus. Donc en fait, on est très rapidement sur un produit, un prix, quelque chose de très très catchy, de très efficace visuellement. Maintenant, donc nous, on est moins armés par rapport à ces problématiques-là. On est loin, on vient avec une culture qui est d'abord la marque, d'abord l'identité. Par contre, on commence à être de plus en plus apprécié en Chine auprès de propriétaires de marques qui, eux, pensent le coup d'après et qui pensent que la Chine, un jour, générera des marques de luxe contemporaines internationales. Dans un premier temps asiatique, avec les diasporas chinoises dans le monde asiatique, et dans un deuxième temps, vraiment à l'international. Donc c'est plutôt ça notre axe de recherche. Donc prochain LVMH en Chine. Et juste pour compléter le propos de Ludovic, il faut bien se rendre compte aussi que les deuxième et troisième générations chinoises, ce sont souvent des personnes qui ont fait leurs études supérieures aux États-Unis et qui donc progressivement acquièrent d'autres réflexes par rapport à la marque, par rapport à la stratégie de la marque, et donc font évoluer les choses. Ça va prendre du temps pour équilibrer cette nouvelle vision par rapport à la vision historique, qui est une vision d'industriel et de producteur avant tout. Mais le sens de l'histoire, il est tracé. Il y a de plus en plus de compétition sur le marché local chinois. Les Chinois sont des personnes très pragmatiques. Elles ont compris que la marque était un facteur de différenciation. Elles ont compris l'avantage qu'elles pouvaient en tirer. Après, ce qui est vrai, c'est que cette évolution, elle va demander de longues années et que, comme tu le sais, ça demande du temps que de développer une identité stylistique. Les marques de luxe occidentales, elles ne se sont pas faites en un jour. C'est sûr, il y a beaucoup de Ni patrimoine Louis derrière. Vuitton, ni Hermès, ni Chanel, ni Gucci ne sont apparus comme cela en un claquement de doigts. Et développer une identité stylistique, c'est une entreprise de longue haleine. Mais je suis, à titre personnel, convaincu que dans les 10 années qui viennent, il y aura de véritables marques de luxe chinoises qui, après avoir conquis les pays au-delà du mainland China, les pays asiatiques, véritablement connaîtront le succès dans les deux grandes zones du marché international du luxe que sont d'un côté l'Europe occidentale et de l'autre côté les États-Unis. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup pour le marché européen et la France? Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise nouvelle? Pour moi, ça reste définitivement une bonne nouvelle. Il y a une dualité assez incroyable avec les Chinois qui, aujourd'hui, ont fait fortune. C'est qu'ils restent quand même super impressionnés, attirés par notre exception culturelle française et italienne sur cette notion de création d'exception. Donc aujourd'hui, ils se tournent vers nous sur des marques qui ont du sens, qui ont une singularité, etc. Ils sont consommateurs de ça. Moi, j'y vois un avantage. Je pense que
il y aura toujours ce rêve de Paris, du luxe français, et en parallèle des nouvelles versions de luxe générées depuis l'Asie pour de nouvelles générations qui auront d'autres attentes. Mais j'imagine un monde où les deux cohabitent, très certainement. Et nous, pour PPS, c'est un avantage pour les aider à évoluer vers ce luxe. Donc toi, tu vois ça plus comme une opportunité business dans le futur forte, de collaboration entre l'Asie et l'Europe qui sera plus forte peut-être. Ouais, Plus de opportunité possibilités. business, très certainement, mais aussi un idéal pour se dire qu'on va pérenniser des cultures et qu'elles vont avoir leurs spécificités, qu'elles ne vont pas uniquement s'entrechoquer commercialement, qu'elles vont avoir la possibilité de vivre ensemble, quoi. Ok. Ouais, très intéressant. Très bien. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez rajouter ? Je pense qu'on peut peut-être conclure là-dessus parce que ça fait un petit moment qu'on discute et puis j'espère qu'on a donné beaucoup de valeur en tout cas pour les personnes qui vont nous écouter, que ce soit des entrepreneurs du B2C, des entrepreneurs du B2B, des fans de mode tout simplement. Je pense que ça pourra intéresser beaucoup de monde. Je vous remercie encore d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je trouve ça hyper intéressant en tout cas personnellement. Et puis peut-être qu'on fera un deuxième round bientôt sur d'autres sujets si ça vous dit. Merci Nicolas. En conclusion, j'ajouterai qu'une image, c'est que PPS est le chaînon manquant entre cerveau droit et cerveau gauche pour les marques. Ça, j'aimerais que ça soit parfaitement compris. Et après, merci de cette invitation et j'ose espérer que très prochainement, on partage de nouveaux projets ensemble. Eh bien, avec grand plaisir. Merci à ceux qui nous écoutent et à bientôt. Merci. Merci Nicolas.